Et pour parler de ces négociations qui se tiennent à Riyad, nous sommes en direct avec Hassan Alaoui, directeur de publication de Maroc Diplomatique. Monsieur Hassan Alaoui, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, madame. Merci surtout à vous aussi. Alors, pour commencer, quelles sont les chances de parvenir à un compromis à l'issue de ces négociations compte tenu des divergences entre les différentes parties? Écoutez, comme partout, je veux dire, dans d'autres circonstances qui sont similaires, et notamment des parties, comme on dit, des négociations difficiles sur un conflit quand même qui dure depuis 3 ans, ce n'est pas évident que ce soit, je veux dire, que ce soit une solution magique qui tombe du ciel comme ça. On a vu aujourd'hui le premier round au niveau, si vous voulez, des représentants de la Russie et bien entendu de l'Ukraine. Et on attend. Il n'y a rien. On attend le communiqué qui va sortir demain, en principe, pour nous dire un petit peu à quel niveau sont arrivés les échanges et les discussions. Mais on ne peut pas simplement se contenter, si vous voulez, de l'optimisme qui est exprimé ici et là. Quelque part, je veux dire, il y a quand même la raison qui doit être présente et la prudence en particulier, parce que c'est quand même une partie très difficile. Et le fait que ce soit les grandes puissances qui reprennent le dossier, c'est-à-dire en fait les grandes puissances, c'est-à-dire nucléaires, en l'occurrence les États-Unis et la Russie, c'est quand même très 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 important. Alors que l'Europe, comme on l'a vu, elle est complètement exclue et nous nous en remettrons, si vous voulez, à ce qui va sortir demain dans le communiqué. Et on pense évidemment qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de la part des Ukrainiens, parce qu'ils se sont, je veux dire, impliqués bien sûr dans ce round très difficile, et ils ont accepté les conditions russes, ce qui est très 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 important. Et donc, nous allons voir un petit peu le processus qui va suivre dans les semaines à venir ou dans les jours surtout, et notamment, si possible, s'il y a une rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et bien sûr Vladimir Poutine. Alors, vous l'avez dit, donc, rien n'a filtré. Restons prudents, mais déjà, si vous voulez, le fait qu'ils se soient réunis, que les parties en conflit acceptent de se rencontrer par, évidemment, des intermédiaires, c'est déjà beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit, rien n'a encore filtré sur les négociations hier entre les Ukrainiens et les Américains. Aujourd'hui aussi, par rapport aux discussions entre les Russes et les Américains, même si Washington affiche un certain optimisme. Alors, ces discussions portent sur la guerre en Ukraine, mais également sur... Washington, nous avons affaire à un président pressé, n'est-ce pas? La Russie a tout le temps pour elle. D'ailleurs, c'est très connu. N'est-ce pas? Ils ont le temps pour eux, les Russes. Alors que, évidemment, Trump, qui s'est engagé très très vite et très loin dans cette affaire, parce qu'il avait déclaré à l'époque, si vous vous souvenez, qu'il réglerait le conflit en 24 heures. Ici, il était donc à l'époque, pendant, si vous voulez, l'ouverture des hostilités, eh bien, on ne serait pas arrivé là, on n'en serait pas arrivé là. Aujourd'hui, évidemment, on va vérifier ses paroles. Et c'est pour ça que ça me paraît un peu difficile et qu'il faut nuancer. C'est que le président américain est pressé d'arriver, je veux dire, au bout de ce processus. Mais ce n'est pas évident. Voilà ce que je voulais dire. Il faut rester prudent. Alors, les discussions portent également sur la sécurité de la navigation marchande en mer Noire. En quoi c'est important aujourd'hui pour le commerce international? C'est important parce que de toute façon, la mer Noire, c'est un symbole notamment pour la Russie. Vous savez, depuis 3 siècles ou même plus, depuis la reine Catherine, cette mer, on l'appelle la mer Noire, mais en fait, si vous voulez, c'est l'espace vital en quelque sorte de la Russie, de l'Ukraine et même de la région, et jusqu'à pratiquement la Turquie, parce que ce qui conduit aux mers chaudes, ce sont ces mers évidemment par lesquelles transite le commerce international important, des volumes d'échanges, des bateaux et tout. Mais il n'y a pas que cette dimension, si vous voulez, économique de la mer Noire. Il n'y a pas que, si vous voulez, ce symbole.
il y a surtout maintenant, à l'évidence, la construction d'un espace sécuritaire pour la Russie, n'est-ce pas? C'est vital. C'est ce qu'on appelait à l'époque un espace vital, comme on disait à l'époque pour l'Allemagne. Aujourd'hui, pour la Russie, c'est ça. Et donc, pour l'Ukraine aussi, également, autant que faire se peut, ils veulent, les Ukrainiens, préserver cette mer, parce que s'ils dominent cette mer, évidemment, ils auront la clé, si vous voulez, d'un espace, je veux dire, vital, et qui serait un petit peu l'élément de négociation décisif aujourd'hui. C'est pour ça que il y a cet élément, cet attachement notamment russe à cette idée, au concept, parce que la mer Noire est devenue un concept aujourd'hui, qui est, je vous le cite encore, un espace, je veux dire, une route vers les fameuses mers chaudes qui conduisent vers la Turquie, le Proche-Orient, et puis surtout, c'est une zone géostratégique qui facilite un petit peu. C'est le point, comment dirais-je, de mobilisation de toute l'activité commerciale, économique et aujourd'hui sécuritaire. Alors, vous l'avez dit, il faut être prudent, pas très optimiste. C'est tout de même une première étape dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, quelles garanties sont nécessaires pour que ce nouveau processus de négociation soit perçu comme crédible par les deux parties? Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit crédible? Il faut une volonté partagée du dossier. Et il faut accepter le processus dont on ne connaît pas encore définitivement la mouture, mais un processus qui peut conduire d'abord à un cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu, bien sûr, a été proposé il y a quelques semaines par Trump, celui des 30 jours, n'est-ce pas? Et encore, c'est l'Ukraine qui s'est avancée sur ce plan parce que, j'allais dire, le président ukrainien enclin à accepter toutes les conditions pratiquement, a dit oui au cessez-le-feu. Donc, première condition, c'est le cessez-le-feu. Deuxième condition, il faut un agenda, si vous voulez, un cahier de charge pour poser les problèmes. Et les problèmes n'en manquent pas. Ne l'oubliez pas. C'est quand même un conflit difficile où il y a ce qu'on appelle un petit peu il y a la géographie des territoires qui sont annexés par la Russie. Il faut en parler, n'est-ce pas, et que l'Ukraine réclame. Il y a les autres aspects, naturellement, qui viennent après, notamment invoqués régulièrement et avec force par Trump, qui sont un petit peu les terres rares, les richesses pétrolières, les richesses gazières, les infrastructures et tout ça. Et c'est ça le programme aujourd'hui. Ça me paraît extrêmement difficile qu'on puisse régler ça en quelques semaines même, parce que évidemment c'est un petit peu la volonté de l'Ukraine de récupérer ces territoires, comme il dit, je vais dire conquis entre guillemets par la Russie, le Donbass si vous voulez et les autres provinces. Et en même temps, il y a aussi cette négociation qui viendra après forcément, qui sera la négociation majeure dans la négociation géostratégique, c'est-à-dire en fait celle des richesses et du partage des richesses minières et tout sur lesquelles les États-Unis, je veux dire, reluquent. Alors, parce que là, nous oui, en parlant des États-Unis, parlons d'autres acteurs. La guerre ukrainienne qui dure depuis 3 ans divise la communauté internationale. Comment ces négociations peuvent-elles influencer la position d'autres acteurs? Nous pensons notamment à l'Union européenne. L'Europe est exclue d'office de toute façon, il ne fait pas partie. Si vous voulez, l'Europe se regroupe et s'organise aujourd'hui. Et l'Europe est en train, si vous voulez, de faire commande, c'est-à-dire d'un concept qui est celui d'une armée commune, des forces armées réunies. N'est-ce pas, tous les jours qui passent depuis quelques jours, n'est-ce pas, pardonnez-moi l'expression, et que l'Europe est en train d'organiser ses forces pour former une armée commune, pour reprendre un petit peu le relais et en tout état de cause pour ne pas être et se sentir exclu du processus de règlement ou de négociation possible. Donc l'Europe, c'est une puissance aujourd'hui qui s'organise. Ils sont quand même 450 millions d'habitants, ils ont des armes très puissantes et pratiquement 2 fois, 3 fois plus organisées que la Russie, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Ils mobilisent leurs troupes
leurs industries et tout ça. Mais il y a aussi l'autre partie dont il ne faut pas, je vais dire, oublier l'importance qui est la Chine. La Chine qui pour l'instant est tranquille, quasiment exclue, mais elle n'en est pas moins présente parce qu'elle observe ce qui se passe. Parce que la Chine a un problème aussi, si vous voulez, qui est celui de Taïwan, qu'elle veut récupérer. Et donc, aujourd'hui, le combat de coq, pardonne-moi l'expression, ce sera celui de la Chine et des États-Unis bientôt. Et évidemment, ils sont vigilants, toutes les deux puissances, Amérique et Chine, sont vigilants sur ce principe. Et donc, nous sommes en train d'assister à une configuration qui est complètement inédite, où l'Europe s'efforce, je veux dire, se mobilise aussi pour ne pas être absence d'un processus, parce que c'est quand même un conflit. D'où l'annonce d'ailleurs d'un sommet jeudi prochain à Paris en présence du président Zelensky. Hassan Alaoui, je rappelle que vous êtes directeur de publication de Maroc Diplomatique. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous en prie, madame, à votre service.